moi, ça me touche beaucoup. L'autre jour, j'étais à la plage, j'ai filmé à Fort-de-L'Eau les familles à la fin de la journée, le soir qui tombe, les gens qui s'en vont, les femmes qui se baignent toutes habillées. Oui, c'est ça. Ce qui est un érotisme absolument confondant. Absolument scandaleux, parce que c'est beaucoup plus érotique que de se mettre un maillot de pièces. Oui, et alors après, on les voit, donc je filmais ça très discrètement, et puis on voit d'autres familles qui arrivent, le soir qui tombe, les tables qui s'installent, et Fort-de-L'Eau qui redevient le Fort-de-L'Eau, où on fait la fête. Oui, qu'on connaissait il y avait 30 ou 40 ans. Oui. On allait manger les brochettes à Fort-de-L'Eau, et c'était beau parce que c'est touchant, parce qu'on sent que les gens, on peut parler à n'importe qui, les gens vous disent, il n'y a pas une famille qui n'ait pas été touchée. Absolument. Il y a pas, toutes les personnes avec qui je parle, ils ont été touchés d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est quand même terrible de ne pas avoir d'explication du tout, quoi. C'est quand même... C'est ce qu'ont vécu les gens en Bosnie-Herzégovine, quand même, ils avaient immédiatement... des éléments à donner, des éléments pour comprendre leur histoire. Là, on a l'impression que c'est la dépossession. Voilà. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'État n'a pas du tout communiqué. L'État n'a pas communiqué. Et d'ailleurs, l'Algérie communique mal. C'est pour ça qu'on nous a très mal compris à l'étranger. Et surtout, ce qu'on ne nous a pas pardonné, c'est l'arrêt du processus électoral début janvier 1992. On a estimé, surtout en Europe, et puis dans certains pays du Moyen-Orient, il faut le dire, qui soutenaient à l'époque, ils soutenaient les intégristes islamistes. Et en Europe, on n'a pas voulu comprendre qu'il était indispensable d'arrêter ce processus, même si c'était antidémocratique. Alors, en Europe, on a estimé que arrêter des élections, empêcher un parti majoritaire de parvenir au pouvoir, c'était l'antidémocratie totale. Nous disions, attention, démocratie et démocratisme, c'est différent. La démocratie ne se limite pas à mettre un bulletin dans l'urne et ensuite à appliquer le résultat aveuglément, quel qu'il soit. Nous avons dit, lorsqu'il y a eu le résultat du premier tour, ça a été une grande joie pour les islamistes, mais un deuil extraordinaire pour tout ce qui était démocrate, progressiste, républicain. Parce que pour nous, moi je me situe dans le deuxième camp, pour nous, le triomphe du Fils, c'était finalement, dès la fin du deuxième tour, la création de l'État islamiste, c'est-à-dire la création d'un État théocratique à la manière de l'Iran de l'époque, nous serions devenus par la suite également l'Afghanistan, parce que nous risquions d'aboutir à la guerre civile. Donc, si vous voulez, on nous a condamnés pour ça, partout en Europe, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi on avait arrêté. Alors, nous avons donné des explications, mais ça a été long. Nous avons expliqué que le Fils avait été honnête en ce sens que et son mot d'ordre, c'était « Alayha nahya wa alayha namut », c'est-à-dire à la vie, à la mort, pour l'État islamiste. Donc, on savait très bien ce qui nous attendait. Donc, on savait très bien que s'il était majoritaire à ce point-là, nous allions à l'État islamiste. Or, le premier tour a été un coup de tonnerre terrible, en ce sens que le Fils a eu tout de suite 188 sièges sur 420, et avec 100 circonscriptions en ballotage favorable, ce qui aurait fait déjà 288, plus, bien sûr, nous savions que l'habitude de l'électeur, c'est de voler au secours de la victoire. Il est évident qu'au second tour, le Fils allait se trouver très vraisemblablement avec beaucoup plus de 300 voix sur 420. Donc il avait facilement
les 2/3 de l'Assemblée, et il pouvait immédiatement, à la première séance, il pouvait voter tout à fait légalement, constitutionnellement, il pouvait voter la modification de la Constitution et annoncer l'État islamique. La République algérienne démocratique et populaire pouvait disparaître et l'État, la République ou l'État algérien islamiste aurait pu être prononcé, avec tout ce que avait dit le fils, c'est-à-dire la suppression de l'emploi pour les femmes, la suppression ou plus exactement la limitation du droit pour les femmes d'aller, ou pour les jeunes filles plus exactement, d'aller à l'école, et un tas d'autres questions. La condamnation de la démocratie qui, au regard du fils, c'était d'ailleurs les déclarations du numéro 2 du fils, qui était M. Belhadj, Ali Belhadj, et qui avait expliqué très clairement que la démocratie était kofr, c'est-à-dire une hérésie. Évidemment, l'État islamiste ne peut pas permettre une hérésie. Donc il n'y avait plus, dès qu'il triomphait, il n'y avait plus de démocratie. C'est pour cela que nous avons estimé qu'il était nécessaire d'arrêter, de quelque façon que ce soit, le second tour, c'est-à-dire arrêter les élections. Vous citez comme exemple historique, qui n'est pas des moindres, j'ai lu ça dans une de vos interviews, l'exemple de l'accession au pouvoir de Hitler. Absolument. Qui accède au pouvoir par les urnes. Absolument. Et qui après, une fois au pouvoir, très légalement au pouvoir, absolument. Mussolini aussi d'ailleurs, absolument. il va se comporter comme on le sait. C'est-à-dire que la démocratie, l'accès démocratique au pouvoir n'est pas une garantie de la suite des libertés par la suite. Il n'est pas garanti que lorsqu'on arrive démocratiquement au pouvoir, lorsqu'on sait et qu'on a exprimé son idéologie, ça ne veut pas dire qu'une fois au pouvoir, on ne va pas tordre le cou à la démocratie. C'est ce qu'avait dit Hitler, et il avait publié Mein Kampf. Et donc, on savait très bien qu'une fois les nazis au pouvoir, il n'y aurait plus de démocratie. Alors, c'est ce que nous avons dit à certains, surtout quand il fallait expliquer ça aux étrangers. On leur a dit, mais écoutez, nous avons l'exemple du nazisme, des nazis qui sont arrivés très légalement au pouvoir, et on sait ce qui s'est passé. Or, chez nous, il n'y avait pas d'erreur possible, et pour ça, j'allais dire, je félicite, je reconnais que le fils était très honnête, puisqu'il avait publié son idéologie bien avant, et qu'il s'était exprimé, en disant « pas de démocratie lorsque nous serons au pouvoir ». Alors vous allez me dire, pourquoi, comment expliquait-il que la démocratie est kofr? Alors, ils avaient un raisonnement qui est presque imparable. Et vous soutenez l'exemple suivant, enfin, le raisonnement suivant. Nous sommes musulmans. Oui, vous êtes musulmans, oui, je suis musulman. Bon, donc puisque vous êtes musulmans, vous croyez au Coran. Bien sûr, nous croyons au Coran. Alors, si vous voulez aller en démocratie, c'est des élections. Bien sûr, les élections. Pour élire qui? Un député, bien sûr. Il fera quoi, le député? Ben, le député aura au Parlement. Que fait le Parlement? Il fait des lois. Ah non. Dieu fait. La loi est unique. C'est la loi de Dieu. Vous, pauvres humains, vous allez faire des lois qui vont contredire ou être différentes de la loi de Dieu? Non. Nous appliquons la loi de Dieu. Nous arrivons au pouvoir et nous appliquerons la loi de Dieu. Pourquoi faire d'autres élections par la suite? Ce serait une hérésie. Alors, à partir de ce moment-là, nous expliquons qu'il n'y a pas d'élection. Et sur le plan de l'application du Coran, c'est nous qui sommes dans le vrai. Et ceux qui diront le contraire, seront eux aussi des hérétiques. Alors, qu'est-ce qu'on fera de ces hérétiques? D'abord, on va leur expliquer. Donc, il faut qu'ils reviennent à la raison. Ensuite, un hérétique, s'il n'a pas accepté, il est passible de tant de coups de fouet ou de bâton. Et puis, à la limite, c'est ce qu'a dit Ali Belhadj dans une interview à Horizon. Il a dit, ceux qui continuent à suivre ce raisonnement, leur sang est licite.
c'est-à-dire qu'on peut les tuer, puisqu'ils persévèrent dans l'hérésie. Voilà, si vous voulez, le raisonnement. Alors, ceci dit, c'est un raisonnement, curieusement, je fais un parallèle qui peut être complètement glaçant, mais il y a un rapprochement entre, non pas l'invocation de la mort divine, mais quand vous, dans votre livre sur l'été 62 et ce qui se passe, il faut quand même qu'on se projette un peu en arrière, dans le passé, pour arriver aussi à parler de ce sujet. Il vous invoquait, à un moment donné, il y a le fameux procès, vous êtes avocat donc de l'organisation fondée par Krim Belkacem. Oui. Et il y a condamnation à mort de Krim Belkacem et appel public dans le journal à exécuter la sentence. N'importe qui peut exécuter la sentence. Quand j'ai vu ça, je me suis dit quand même, le FLN, donc, au pouvoir, qui est un parti de pouvoir, puisque ça se passe en 60... Ça se passe exactement en 69. En 69. À l'époque même du premier PANAF. C'est pour ça que ça m'a attrapé. Il y a autre chose, on va en parler après. Je me suis dit, c'est quand même incroyable, c'est un appel au meurtre, qui ressemble aux appels au meurtre qu'il y a eu contre les Salam Rushdie et les Slimane Ashrin et tout à fait. Donc, dans quoi s'enracine ce type de réflexe d'une structure qui est pas forcément au pouvoir, mais qui, en tout cas, anticipe assez fortement sur sa capacité, est sûr de pouvoir trouver quelqu'un dans la population qui va exécuter sa sentence, s'autorise à lancer une chose pareille. Parce que ça, c'est quand même sacrément antidémocratique. Oui, tout à fait. Ou d'un démocratisme extrêmement pervers, puisque ça fait appel à n'importe qui pour exécuter une sentence. Attention, il ne faut pas confondre l'appel qui a été publié dans le journal La République d'Oran, qui était le journal, pas officiel, le porte-parole officiel du FLN, c'est-à-dire du parti unique détenteur du pouvoir à l'époque. Ça, c'était le pouvoir officiel, à ne pas confondre avec le fils qui n'a jamais été au pouvoir. Donc, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que Krim Belkacem a été condamné par défaut, par contumace, c'est-à-dire qu'il n'était pas présent. Il ne s'est pas défendu, il a été condamné à mort. Et lorsque quelqu'un est condamné à mort, par défaut, on n'exécute pas une décision par défaut. Quand on arrête quelqu'un condamné à mort, il a le droit de faire opposition et de revenir s'expliquer pour passer devant le même tribunal. Or là, on l'a condamné à mort et ensuite, il y a eu, le lendemain du verdict, un encart dans la République d'Oran, qui, je cite de mémoire, qui disait « La décision étant rendue au nom du peuple algérien, il appartient à tout Algérien, partout où il se trouve, d'exécuter la décision qui a été rendue. » Donc, vous avez raison, c'était un vrai appel au meurtre. Mais là, l'appel au meurtre était lancé par le parti au pouvoir, ou si vous voulez, le journal porte-parole du parti au pouvoir, qui à l'époque était toujours le FLN. Mais ne confondons pas entre le FLN que vos parents ont connu, pour lequel ils ont combattu, ils se sont dévoués, ils se sont sacrifiés. Ça, c'est le FLN 54-62. Ce FLN, c'est pour nous, c'est un parti plus que respectable. Le sigle est un sigle prestigieux, mais il a perdu tout son prestige et toute son valeur en 1962 lorsqu'il y a eu la cassure. Lorsqu'il y a eu la cassure, on ne peut pas dire que les uns étaient FLN et les autres ne l'étaient plus. À mon avis. Je vous pose quelques questions au sujet du fonctionnement du FLN pendant la guerre d'Algérie et de la Fédération de France. Oui. Donc, effectivement, Yves Mathieu, votre confrère, mais vous n'êtes pas à l'époque avocat, vous êtes un homme de droit, mais vous êtes à l'époque surtout un militant clandestin, dans la clandestinité, vous vivez en France et vous êtes un des dirigeants de la Fédération de France du FLN, auprès de laquelle les avocats du FLN français prennent leurs consignes. Je voulais savoir 2 ou 3 choses.
Parce que j'ai été, sur votre instigation, j'ai été au bureau des Moudjahidines pour retrouver la trace de ce fameux monsieur Aïssaoui qui a fait l'attentat de Mourpiane. Donc je voulais vous demander comment se décide l'attentat de Mourpiane. Comment ça se décide? Quel est l'enjeu stratégique? On est en 1958. On est le 25 août 58. Voilà. Comment ça se décide et pourquoi? Alors. C'est difficile d'imaginer pour oui, les gens en Algérie. J'ai demandé qui savait qui était Mourpiane. Même le responsable du bureau des Moudjahidines, je le montre. Ils ne savent pas. Non. L'histoire... Je filmais des gens sur le mur, dont Aban Rabdan tombé au champ d'honneur. J'ai dit, tombé au champ d'honneur, je vais quand même faire un plan, parce que il savait rien de rien, le pauvre homme, mais rien de rien. Je lui ai dit, Mourpiane, ça vous dit rien? Oh, j'en ai entendu parler. Bon, donc je me suis dit, c'est quand même étonnant, parce qu'en France, personne ne s'en souvient non plus, et j'essaye de voilà. Comment ça se décide? Oui. Bon, alors, pourquoi? D'abord, lorsque la fédération, la dernière fédération se constitue avec Omar Boudaoud, lorsque Omar Boudaoud arrive en France, il arrive avec 2 ou 3 directives bien précises. Organiser convenablement la fédération. Deuxièmement, faire un travail d'explication par les tracts, les communiqués, etc. Ensuite, essayer de récupérer l'argent par les cotisations et surtout montrer en France quel était le visage de la guerre d'Algérie en Algérie. Donc, il fallait engager des actions urbaines. Parce qu'on n'allait pas, le FLN n'allait pas faire des maquis en France. Donc, il est parti avec cette directive. Cette directive du CCE, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement encore à l'époque. Il n'y avait pas le GPRA a été constitué en septembre 58. Et Omar a été nommé à la tête de la Fédération de France en mai 57. Donc quand il arrive, on structure avec tout le comité fédéral, la fédération. Et au bout d'un an, la fédération était à peu près structurée sur l'ensemble du territoire. Donc on pouvait, à partir de ce moment-là, envisager d'engager une action. Alors, il est évident que, au niveau du comité fédéral, nous n'avions pas à discuter de l'opportunité de l'action. On n'avait pas à dire, est-ce qu'on engage une action violente en France ou pas? Il y a l'avantage et l'inconvénient. L'inconvénient est clair, c'est qu'on va commettre des attentats, des actions violentes, directes en France, qui risquent de nous aliéner le peuple français. C'est normal. D'un autre côté, on a reçu une directive, et cette directive est bien pensée en haut lieu. S'ils nous ont dit de faire ça, c'est que ça va aussi ébranler le peuple français pour lui permettre de comprendre, ça, on voit un peu, à une échelle très réduite, ce dont souffre le peuple algérien. Et surtout, à l'époque, l'armée française utilisait beaucoup le napalm dans les campagnes. Beaucoup de gens étaient brûlés au napalm et des villages entiers ont été brûlés. Donc le CCE nous ont dit, vous allez brûler des forêts. Bon, oui, c'était ça. Des forêts françaises. Des forêts en France. Alors, bien entendu, on n'avait pas le napalm, on n'avait pas les moyens. Donc, bien sûr, des militants sont allés avec quelques bidons d'essence, allumés un peu partout, dans beaucoup de... malheureusement ou heureusement, peu importe, pour nous, il a plu terriblement dans la nuit du 25 août. Donc, pratiquement, il n'y a pas eu de forêt brûlée. Mais Mourpiane était un dépôt d'essence. Mais ce n'est pas une forêt, Mourpiane. Donc, il y avait également comme directive, mais secondaire, l'attaque des casernes où vous pouvez, des points stratégiques, des usines à gaz, tout ce qui pouvait brûler et faire, j'allais dire, on n'avait pas les moyens d'ébranler l'économie française. C'est pas vrai, c'est rien du tout, c'est une piqûre de mouche. Mais par contre, dans la mesure où ça brûle, que la presse en parle, on va dire,
la guerre d'Algérie existe. Parce qu'à l'époque, en 1957-58, on ne se rendait pas compte en France de la guerre d'Algérie. Les Français, au mois de juillet, partaient en vacances tranquillement, sans savoir que leur armée était en train de pacifier, entre guillemets, l'Algérie. Donc, on a donné ces directives. Et alors, vous me posez la question précise pour Mourpiane. La Fédération de France n'a pas dit « vous irez à Mourpiane pour faire sauter tel ou tel bac d'essence ». Non. La Fédération a donné une directive globale à toutes les régions de France et aux responsables des régions en leur disant « c'est à vous à choisir les objectifs ou les lieux où vous voulez faire votre action ». Alors, à Rouen, ils ont choisi l'usine à gaz. À Paris, ils ont choisi les commissariats, ils ont choisi la cartoucherie de Vincennes, ils ont choisi, je ne sais plus quel objectif. À Mourpiane, enfin, dans le Midi, ils ont choisi à Marseille, et c'est là où se trouvait justement Aïssaoui, qui était responsable de la spéciale à Marseille, et d'après leurs informations au plan local, ils ont estimé que sur place, s'ils allaient mettre une bombinette quelconque dans ces bacs, ça va flamber, et à partir de ce moment-là, eh bien, ça va avoir un impact médiatique extraordinaire. Voilà pourquoi, si vous voulez, ça a été engagé sur place. Et il s'est trouvé que, justement, ça a brûlé. Justement, ça a fait des flammes de 50 ou 100 mètres de haut. Justement, j'ai vu, moi. Vous avez vu à la télé? J'étais bébé. Non. J'avais 3 ans et demi. On m'a appelé au milieu de la nuit, on nous a réveillés, on est monté sur la terrasse, sur les hauteurs de la ville. Je revois le dépôt d'essence de Mourpiane qui flambait. Mais c'était du pétrole qui venait d'Algérie. C'était du pétrole qui venait. Alors, pourquoi? Surtout, on a attaqué, enfin, la fédération s'est attaquée à Mourpiane, parce qu'il y avait eu une déclaration du CCE, avant le GPRA. Puisque 25 août se fait avant la création du GPRA. Le GPRA a été créé en septembre. L'action est le mois d'août. Le CCE avait dit, nous lançons un avertissement à tous ceux qui achètent au gouvernement français le pétrole algérien. Le pétrole est algérien, le gouvernement français n'a pas le droit de l'exploiter, nous sommes en guerre, nous sommes un pays occupé, donc ceux qui l'achètent prennent des risques. Il avait dit ça. Donc, évidemment, c'était dans cette voie-là que le pétrole algérien avait brûlé en France. Entre nous, bon, c'est pas parce qu'il a brûlé que la France a manqué de pétrole ou a manqué d'essence. Ça a fortement impressionné. Ça a fortement impressionné parce que tout un quartier a brûlé, parce que la télé a montré même des gens qui partaient un peu presque comme à l'époque des réfugiés de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça a perturbé beaucoup le quartier, et sur le plan médiatique, ça a fait bouger les gens, ça a permis aux journaux d'en parler, à la télévision, et on a attiré vraiment l'attention du public français sur la guerre d'Algérie. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je termine là-dessus. C'est à ce moment-là qu'il y a le procès. Les responsables ont été arrêtés. Il y aura un mort, je crois, à Mourpiane. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 morts au moment, parce que l'un d'eux avait mal manipulé sa bombe, elle a explosé. Il y a eu un des militants du FLN qui est mort. Et puis, un pompier. En plus. Je ne me rappelle plus, il faut revoir les journaux de l'époque. J'irai regarder ça, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a le procès. Ils sont tous. Par la suite. Le procès par la suite. Oui. Ils sont tous condamnés à mort. Et pas tous, ceux qu'on a arrêtés. Ceux qu'on a arrêtés, oui. Et on n'a pas arrêté tout le monde. Il y a un procès, ils font appel. Non, il n'y a pas eu d'appel. Il n'y avait pas d'appel à l'époque. C'était le tribunal militaire des forces armées. Il n'y avait pas d'appel. Il y avait uniquement pour voir en cassation. Oui, ils ont été, tous ceux qui ont été arrêtés, je crois la plupart, mais ça il faut se reporter aux archives. Moi je vous réponds de mémoire. La plupart ont été condamnés à mort. Certains ont été exécutés. D'autres, avec les lenteurs de la procédure, etc. Le fait aussi
qu'ils aient été inculpés ou accusés dans d'autres affaires, a fait que la procédure a été plus lente. Et ayant été plus lente, ça les a sauvés, parce qu'on ne les a pas exécutés tant que la procédure n'était pas terminée. D'accord. Alors, autre question. Je saute un peu dans le temps. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, L'été de la discorde, c'est qu'il y a eu un protocole d'accord entre le FLN et l'OAS. Alors, je donnerai lecture dans le film de ce protocole d'accord, parce que je crois qu'en France, au moins en France, ce qui a laissé vraiment trace du point de vue de la guerre d'Algérie, vous savez que la guerre d'Algérie, on n'en parle pas, que c'est un grand silence. Mais, comme en Algérie d'ailleurs. Comme en Algérie. Mais c'est les gens, quand on parle de l'OS, ils savent quand même ce que c'est. Ça réveille des souvenirs et les jeunes générations savent à peu près ce que c'est. Et moi, j'étais quand même très frappée qu'il y ait pu y avoir un protocole d'accord entre l'OS et le FLN et qui est en plus une espèce de protocole d'accord pour gouverner ensemble une Algérie démocratique où tout le monde serait citoyen à part entière et aurait son droit de vote, où il n'y aurait pas l'assemblée, le collège, le troisième collège, où une voix de musulmans vaut pour... Enfin, une voix d'Européens vaut pour 9 voix de musulmans. C'est ça, oui. Enfin, c'est quand même des choses qu'il faut rappeler. Mais tout d'un coup, on se retrouve, alors qu'on a la mémoire d'une haine totale entre le FLN et l'OS, d'une violence extrême, de tout ce qui s'est passé du côté de l'OS. Moi, je me souviens enfant d'avoir été menacé de plastique et d'avoir eu cette peur du plastique parce qu'on était menacé par l'OS. Et tout d'un coup, je découvre dans votre livre, parce que j'ignorais complètement ça, comme quoi on connaît fort mal l'histoire, qu'il y a eu un protocole d'accord, que ce protocole prévoyait donc la citoyenneté pour toute la composition de la société algérienne, qui était faite effectivement de Maltais. Il y avait les Juifs qui étaient là depuis 2000 ans, il y avait les Berbères, les Italiens, les Allemands, les Espagnols, il y avait les Ashkénazes les Ashkénazes, pardon, justement, pas les séfarades de l'après les rois catholiques. Enfin, c'était quand même une façon. Moi, je suis restée sidérée par ce protocole en me disant, mais c'est extraordinaire, parce que finalement, si ça avait été possible, ça aurait changé la face, ça aurait changé l'avenir de l'Algérie. Oui. Le caractère extrêmement riche de la composition sociale de l'Algérie, de la multi-ethnique, c'était une vraie mosaïque, et l'Algérie a beaucoup perdu en perdant beaucoup d'éléments de cette mosaïque. Et alors, quand on lit le protocole, je ne sais pas s'il est étudié dans les écoles en France, en Algérie, j'imagine que non, parce que ça a donc suscité à l'époque immédiatement des fuites. En fait, c'est la presse française qui a tout fait cafouiller. Et puis j'imagine qu'il y avait une partie du FLN et une partie de l'OS qui était absolument opposée à ça. Mais quand même, ce qui est stupéfiant, c'est qu'on prévoit de nationaliser les terres et de faire une réforme agraire et une gestion, entre parenthèses, de type yougoslave, c'est-à-dire l'autogestion. Donc il y avait déjà une option qui pouvait être adoptée et qui correspond à des décisions qu'a pris le jeune État algérien dans le gouvernement Ben Bella. Bon, on y reviendra C'était pas encore le gouvernement de Ben Bella. Non, hein. je sais bien, mais justement, moi j'étais franchement très étonné en lisant ce protocole. Attention, ce protocole, il est de quand? Il est de mai. Alors, on va parler, si vous voulez, du protocole. Seconde, je suis en fin de batterie. Excusez-moi. Je vois qu'il y a le signal de fin de batterie. Alors, dans le protocole, ce qui est étonnant, c'est que c'est une base de réflexion, c'est un nationalisme commun à l'OS et au FLN pour un État algérien avec des droits, mais finalement, il y a déjà des bases de socialisme. Donc, est-ce que vous pourriez me... Écoutez, d'abord, il faut ramener les choses à leur proportion. Ce protocole n'a pas été discuté par les plus hautes autorités du FLN. Qu'est-ce que c'est? Vous me dites, dans le protocole, il y a des choses extraordinaires. Oui,
Mais bon, enfin, pour l'époque, il y a dans ce protocole une espèce de tolérance, d'acceptation de l'autre qu'on ne s'attendait pas à trouver. Bon. Mais d'abord, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas été discuté par le FLN. Par contre, le FLN a toujours tenu ce langage. Reportez-vous à la plateforme de la Soumam. Qu'est-ce que dit la plateforme de la Soumam? La plateforme de la Soumam dit « Nous appelons au FLN tous ceux qui veulent l'indépendance de l'Algérie avec tous leurs droits. » Alors, la plateforme appelle, elle commence par les paysans, les ouvriers, les commerçants, les femmes, les lycéens, elle appelle également les chrétiens dans ce pays, elle appelle les juifs, elle appelle les commerçants, enfin, tout ce qui peut concerner ou tout ce que comprend la société algérienne. Le FLN, dans la plateforme, dit tout ce monde-là a droit de vivre dans l'Algérie indépendante, à une condition. Vous venez nous aider, vous avez droit, mais si vous ne venez pas, alors surtout pour les chrétiens, les pieds noirs, etc., si vous ne nous aidez pas, eh bien, ne vous plaignez pas demain d'être considérés comme des étrangers. Vous serez considérés comme des étrangers avec, évidemment, les droits et les obligations d'un étranger. Mais vous ne serez pas citoyen. Donc, vous voyez que le FLN n'a jamais... La guerre d'Algérie, ça n'a pas été une guerre de religion. Ça n'a pas été une guerre d'exclusion de telle ou telle partie de la population. Ça a été une guerre d'indépendance contre, non pas encore, on l'a dit, répété, contre le peuple français, mais contre un système qui s'appelait le colonialisme. Voilà. La preuve, c'est qu'il y avait des Français en France et en Algérie qui ont aidé le FLN. Et ça fait bien partie du peuple français, non? Votre père, qui est français, il a plaidé pour le FLN. On ne peut pas dire qu'il n'était pas... Votre maman était française. Et tous les avocats, il y en avait 80 dans le collectif. Sans compter tous les porteurs de valises, tous les gens qui ont aidé d'une façon ou d'une autre les Algériens. Ce qui veut dire que ce que dit ce protocole n'est pas nouveau. Maintenant, ce protocole, il provient de qui? Il provient de l'équipe de Suzini qui a fait ce travail et qui l'a proposé à qui? Elle l'a proposé à Farès de l'État, comment ça s'appelait? De l'exécutif provisoire. Cet exécutif provisoire a existé entre le mois de mars et le mois de juillet 62, c'est tout. C'était l'État algérien provisoire, en attendant le référendum sur l'indépendance. C'est pendant ces 3 mois que cette idée est apparue. Or, au moment où l'OAS proposait ça, finalement, le cessez-le-feu était déjà intervenu. Donc, les gens de l'OAS savaient que tout était perdu. Donc, ils ont voulu prendre contact avec le représentant du FLN en Algérie, parce que le FLN n'est pas encore, l'autorité légale du FLN n'existe pas encore en Algérie, au plus haut niveau. Je ne parle pas des wilayas. Donc, c'est pour cela qu'ils ont pris ce contact en faisant ces propositions. Et la guerre était déjà finie. Les droits des Européens, des étrangers, étaient fixés déjà dans les accords d'Évian, qui datent du 19 mars. Ce protocole, il est du mois d'avril, de mai. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Suzini, avec le contact de Chevalier, maire d'Alger, avec certains Français libéraux, ceux qui avaient des contacts déjà avec le FLN et qui pouvaient prendre contact avec le FLN, et qui étaient suffisamment bien considérés par le FLN, ils se sont entremêlés en disant, voilà, l'OAS dit, on vous propose ça. Maintenant, il y a une menace aussi, c'est qu'ils ont miné tout Alger, ce qui était vrai. Ils ont mis des mines dans les comment dirais-je, dans les caves, dans les égouts, un peu partout. Vrai ou faux, ils l'ont dit. Et donc, c'était un risque.
Si nous partons, nous faisons tout sauter, puisqu'ils avaient parlé de la politique de la terre brûlée. Nous faisons tout sauter. Alors, celui qui les a reçus ici, à Alger, c'était donc Fares, qui était le président de l'exécutif provisoire, avec comme représentant personnel du FLN le docteur Mostafaï. Eux ont reçu, ils n'ont pas dialogué avec l'OAS pour dire on est d'accord sur ceci ou pas. L'OAS a proposé cela. Et eux ont dit nous allons le présenter à la direction du FLN qui était précisément à l'époque en réunion à Tunis. Et donc, il devait venir le proposer. Il est vrai que, avant de prendre contact avec l'OAS, M. Fares et M. Mostafaï ont parlé au GPRA. Ils leur ont dit, voilà le risque, nous allons discuter, peut-être qu'on trouvera une solution. Le GPRA a dit, mais les droits des Européens sont déjà déterminés et protégés par les accords d'Évian. L'OAS a dit non, nous voudrions quelques garanties supplémentaires. Alors le GPRA aurait, moi je ne peux pas vous dire il l'a fait ou pas, il aurait dit à Fares, allez-y, discutez. Lorsque Fares et Mostafaï viennent à Tripoli pour remettre ce projet, pour dire êtes-vous d'accord ou allez-vous l'amender ou le modifier, c'était trop tard. La crise du FLN avait déjà explosé. Donc ils sont arrivés à Tripoli après le 6 juin. Le 6 juin, les ministres étaient partis. Il n'y avait plus de FLN. La cassure a eu lieu le 6 juin au soir. Ils sont arrivés le 7. Le 7, il n'y avait plus de FLN. Aucun des deux groupes qui s'étaient scindés n'allait bien sûr à ce moment-là dire nous sommes d'accord sur ceci ou cela, parce que l'autre groupe les aurait traités de traîtres, d'avoir vendu l'Algérie. Ce qui fait que ce protocole en est resté là. Il n'a pas eu de suite. Et aujourd'hui, on s'interroge énormément là-dessus, parce que il est très frappant qu'il y ait en France, maintenant on a envie de dire que, moi je me permets de le dire, c'est une blague, mais en même temps je connais assez bien cette ville, Marseille, c'est pas la France, Marseille, c'est une wilaya d'Algérie. C'est... ah oui, il y a tellement de... Il y a eu un reflux et un flux d'une nouvelle migration intellectuelle depuis des gens que je rencontre, qui sont venus en France parce qu'il y avait eu la menace terroriste et qu'ils étaient menacés, exactement, eux en premier, parce que les terroristes se sont d'abord attaqués aux syndicalistes, aux intellectuels, aux dramaturges, aux écrivains. Bon. Et il y a maintenant une espèce d'entre-deux qui fait que les relations franco-algériennes sont plus que jamais à l'ordre du jour. Tout à fait. Il est plus que jamais temps de faire des projets communs et de normaliser tout cela. Et de liquider les vieux passifs et les vieilles histoires, et de faire remonter ça. Vraiment, c'est une chose dont j'ai une conviction encore accrue après ce séjour. Mais pour revenir à ce que vous dites, il y avait d'autres, oui, il y a d'autres questions, parce que la guerre FLN-OAS, c'est ce qui m'a marqué le plus l'imaginaire français. C'est ce qui a marqué, c'est là que c'est vraiment le cœur de la blessure. C'est pour ça que ce protocole est stupéfiant à la lecture rétrospectivement. Il est très peu connu, il est extrêmement peu connu, personne n'en avait jamais parlé. Et aujourd'hui, ce dont on entend beaucoup parler, il y a des films qui sont faits là-dessus, je pense au travail de Jean-Pierre Liédot, qui est un travail sur les minorités qui sont restées en Algérie, souvent d'origine communiste, de Maltais, Kabyles, et finalement, c'est ce qui aujourd'hui, le fait d'avoir la voix coupée, que ces populations ont été disséminées, exilées en France, se sentent en exil en France, vivent en exil en France, et autant que la nouvelle immigration intellectuelle des années 90 qui a fui le terrorisme, et question à laquelle vous vous attaquez, ce qui revient beaucoup en question, c'est si l'Algérie n'avait pas perdu ses communautés,
elle aurait pris une autre tournure. Certainement. Elle aurait mieux résisté à Certainement. beaucoup de choses. Quand on avait eu notre premier entretien, Monsieur Haroun, vous m'avez dit une chose terrible, et je vais vous la rappeler. Je vous disais, votre génération ne parle pas assez. Votre génération a fait l'anticolonialisme, non seulement l'anticolonialisme, mais a fait la décolonisation, et a fait de la décolonisation quand même un succès. Les idées qui ont été mises en avant ont fait que les gens se sont tenus debout, qu'une partie du monde s'est tenue debout pendant 30 ans. J'ai vu un documentaire remarquable pendant le panafricain sur les liens entre l'Algérie et les mouvements de libération nationale africains. Il y a des liens organiques qui sont extrêmement méconnus, comment Mandela a été entraîné militairement en Algérie. Mandela est venu, son premier entraînement. Amilcar Cabral venait en Algérie, admirait l'Algérie, en quoi l'Algérie a vraiment été la Mecque du tiers-monde, pour reprendre l'expression d'Amilcar Cabral lui-même. Et ça, ce sont des choses extrêmement méconnues par les Algériens, par les Français et par le monde, et c'est très dommage. Quand je vous ai parlé de ça, je l'ai évoqué déjà lors de notre premier entretien, j'ai dit pourquoi vous ne parlez pas? Et vous m'avez dit parce qu'on a un peu honte. C'est-à-dire, cette génération n'est pas tellement satisfaite, non pas de la décolonisation, au contraire, c'était le but, mais elle a le sentiment qu'on aurait pu faire encore mieux, beaucoup mieux. Donc, il y a un certain ratage, il faut le dire, un certain ratage. On s'attendait à mieux, on s'attendait à créer un pays beaucoup plus tolérant, beaucoup plus accueillant, un pays qui puisse nourrir tous ses enfants, qui puisse donner à sa jeunesse le plaisir de vivre dans ce pays. Nous arrivons maintenant à une situation où les jeunes, beaucoup de jeunes, en arrivent à accepter de prendre le risque de se lancer sur un petit Zodiac ou une barque de 3 mètres pour traverser la Méditerranée. C'est dramatique. On ne peut pas dire que ce soit une réussite. Donc ça nous gêne beaucoup. Comment parler aux pays européens qui vont nous dire « vous êtes indépendants et voilà ce que vous avez fait de votre pays ». Vous savez, beaucoup d'entre nous, en Algérie, je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres pays, on dit « le colonialisme a bon dos ». C'est vrai que le colonialisme nous a colonisés pendant 132 ans. C'est vrai qu'il nous a retardés. Mais depuis l'indépendance, nous aurions pu faire beaucoup mieux. Vous me parliez tout à l'heure de toutes ces minorités, enfin de toutes. Il n'y en a plus tellement des minorités européennes. Il y en a eu un petit peu, mais il y a eu, à cause de l'OAS, il faut le dire, ce sauve-qui-peut général qui s'est produit en juin, juillet, août 1962. Et la guerre des 6 jours. Et la guerre des 6 jours après. Je me souviens de la guerre des 6 jours, moi enfant, il y a une explosion de... Les Juifs s'en vont. Les Juifs du Mzab sont partis. Oui, mais c'est vrai. Mzab, après avoir vécu 10 siècles avec les Mozabites, ils s'en vont. C'est exact. Mais ça, la guerre des 6 jours, les Algériens ne sont pas responsables de la guerre des 6 jours. Par contre, vous avez raison de dire qu'il ne faudrait pas que l'on crée en Algérie, pour les petites minorités qui existent, encore un deuxième collège. Nous avons tellement souffert d'être des sous-citoyens que nous ne devrions pas créer en Algérie des sous-citoyens parce qu'ils sont d'origine européenne. Moi, je ne suis pas d'accord. J'estime que nous avons combattu pour que tous les hommes et toutes les femmes soient égaux dans ce pays. Eh bien, l'Algérie indépendante doit respecter cet engagement. J'ai vu, je ne peux pas vous les citer, mais j'ai vu il n'y a pas longtemps quelques Européens, ils sont très 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 rares, minimes, qui voulaient avoir certains documents de l'administration algérienne. Eh bien, ils m'ont dit, partout où nous allons, nous sommes considérés comme des citoyens du second collège. Nous sommes considérés comme cela. Est-ce vrai, est-ce faux? Mais si c'est vrai, ce serait vraiment dommage, parce que l'Algérie, encore une fois, la guerre d'indépendance ne s'est pas faite pour créer une société à plusieurs collèges. La guerre d'indépendance
avait comme objectif la libération d'un peuple et la création la possibilité d'avoir un peuple qui jouisse de tous ses droits, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa confession, quelles que soient ses conceptions politiques, ses conceptions en matière de conscience politique, de conscience morale. Il faut qu'il y ait suffisamment de tolérance pour comprendre dans ce pays que tout citoyen de ce pays, ou même plus loin, toute personne vivant dans ce pays a les droits élémentaires prévus par la Convention internationale des droits de l'homme. Ça, c'est un objectif qu'il faut atteindre. Alors, j'enchaîne parce que vous me tendez la perche pour le faire. Avec dans votre livre, toujours sur l'été 62, donc sur la question de la justice, à un moment donné, vous dites que le FLN dispose d'une magistrature parallèle. Quel bilan, vous, c'est pas à vous que je poserai la question de savoir pourquoi on a demandé à Mathieu de rédiger les décrets sur les biens vacants, parce qu'il y avait des avocats algériens qui étaient tout à fait brillants. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu dans le FLN et dans les instances qui ont été les premières sollicitées des gens vraiment très, très talentueux du point de vue du droit. J'ai au moins constaté que tous les avocats, et en particulier ceux qui ont traversé l'aventure du FLN, avaient la passion du droit. C'est une chose à laquelle, finalement, tout peut traverser. Je pense à Vergès. On peut douter de tout chez lui, de toutes ses sincérités successives, mais il a une vraie passion pour le droit. Ça se sent. Et c'est une chose qui est très respectable. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez quel lien vous établissez entre le FLN, la façon dont il a imposé finalement ce que disait M. Frey, le FLN dispose d'une magistrature parallèle, il dit ça en 62, enfin il dit ça avant 62, et la façon dont ensuite la justice algérienne s'est construite. Est-ce que vous établissez un lien? C'est la question. Écoutez, je peux vous répondre en connaissance de cause sur la première question. Sur la deuxième question, sur le lien, je ne peux pas vous répondre. Et je vais vous dire pourquoi. Pour la première partie de la question, oui, je parle de ce qui s'est passé en France, que je connais, et je parle de ce qui s'est passé en Algérie, dont j'ai entendu parler. En France, le FLN a dit: nous sommes un pays qui existe. Nous luttons actuellement pour nous faire reconnaître une Algérie qui a existé avant 1830 et qui, pendant un siècle, ou un siècle et quelques années, avait disparu de la scène internationale. Donc nous estimons que la justice, qui est un attribut de la puissance publique, eh bien, c'est le FLN qui va l'exercer. Et c'est comme ça qu'il y avait une justice clandestine qui était rendue dans les caves à Paris ou à Marseille ou ailleurs. Il y avait une structure parallèle au FLN, des militants du FLN, qui s'occupaient de rendre la justice entre Algériens. On empêchait les Algériens d'aller devant les tribunaux français. Il n'y avait pas que la justice, il y avait des comités d'hygiène qui, eux, allaient dans les quartiers algériens ou nord-africains pour exiger que les règles d'hygiène soient respectées. Et il y avait les comités de soutien aux détenus. Alors, les comités de soutien aux détenus, c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, d'un croissant rouge avant la lettre, parce qu'ils s'occupaient des familles dont les membres étaient en prison. Ils s'occupaient aussi des détenus en leur envoyant des mandats. Vous me direz comment il a envoyé des mandats. Il y avait toute une structure, parce qu'on ne pouvait pas dire expéditeur FLN, telle adresse. Il y avait des individus qui étaient soi-disant des cousins d'un détenu qui lui envoyait un mandat, ce qui permettait évidemment aux détenus de l'aider
en prison. Bon, il y a eu tous ces comités parallèles. Donc, le comité de justice a été créé et vraiment voulu. En Algérie, il y avait des comités de justice clandestins, mais c'était l'ALN qui rendait les décisions. Maintenant, les détails sur comment ça se passait en Algérie, dans les maquis, ou dans les campagnes, ou même en ville, je ne peux pas vous en parler, puisque moi, je n'y étais pas. Vous me dites maintenant l'impact de cette notion sur la justice algérienne après l'indépendance. Alors, je vous ai dit, ce lien, moi, je ne peux pas le faire. Pourquoi je ne peux pas le faire? Parce que je suis de ceux qui ont dit, je le dis et je répète, que le FLN a existé de 1954 à 1962. Je répète que le FLN est mort en juin 62. Ce qui s'est passé après ne m'intéresse pas, parce qu'on ne peut pas parler du FLN quand ce n'est pas un FLN. Quand un FLN qui est constitué, comme son nom l'indique, d'un front, c'est-à-dire d'un ensemble de partis, d'associations, de syndicats, d'individus, de personnalités, et que ce front se casse, l'une des parties de ce front ne peut pas dire « je suis le front ». Donc, pour moi, ceux qui se sont emparés, je le dis, c'est dangereux, ça va m'attirer des ennuis, mais ça ne fait rien. Si votre film passe, je m'en fous. Mais oui, il faut le dire. Bon, ça suffit, il faut dire. Bon, à partir de ça, à partir de là, il y a une partie qui s'est emparée du pouvoir, et ce pouvoir est toujours présent. Et pour moi, ce n'est pas que ce pouvoir existe, il faut un pouvoir dans tous les pays. Mais ce que je n'admets pas, c'est qu'il se rallie au FLN de la guerre. Il ne peut pas se rallier au FLN de la guerre, parce qu'à ce moment-là, le FFS aujourd'hui, Daït Ahmed, mais il se rallie au FLN. Il est originaire du FLN. Le MDA, le MDRA, ceux qui n'ont aucun parti, mais qui étaient au FLN, se rattachent aussi au FLN de la guerre. À quel titre le parti du FLN aujourd'hui disent « je suis le FLN ». Légitimement, il ne l'est pas. Et d'autre part, je le dis, je le répète, c'est une triple imposture. Front, ce n'est pas un front, c'est un parti. On ne peut pas être un parti du front. Le front, c'est un ensemble de partis. Donc, quand on dit parti du FLN, du parti du front, ça ne veut rien dire. Libération, on va libérer quoi? Il s'appelle parti du FLN. Il va libérer quoi aujourd'hui? Le pays est libéré. Si on veut libérer, alors on veut dire que l'Algérie n'est pas indépendante, ce qui est faux. La nation, n'en parlons pas. Elle existe. Alors, c'est pour ça que je vous dis, moi, après 62, si vous me dites qu'est-ce qui s'est passé après 62, je ne vous répondrai pas parce que je ne sais pas. Je n'étais pas là. J'étais en Algérie, c'est vrai, je n'ai jamais quitté l'Algérie, mais l'activité politique en Algérie depuis 1964 ne m'intéressait plus. Voilà. On est en fin de cassette, oui, voilà. Mais enfin vous êtes quand même un des avocats de Karim Belkacem, vous êtes du côté de la justice contre l'État. Absolument. Oui. C'est très très passionnant, on a ouais, une heure. Je vous dis tout cela parce que je le pense. Ça va être quelque chose de lire votre livre. Hein. Bien sûr. Ça va être quelque chose de lire votre livre, parce que moi, ce que j'entends est quand même, les gens sont terrorisés. Vous savez, vous dites c'est pas grave si ça passe, enfin, j'assume ce que j'engage. Vous pouvez le faire. La question que je voulais vous poser, toute simple et très personnelle, c'est quel souvenir vous gardez d'Yves Mathieu? Alors, Yves Mathieu, comme vous l'avez dit tout à l'heure au début, moi j'étais responsable au niveau du comité fédéral de plusieurs activités, dont la défense des détenus et donc du collectif des avocats. Alors, tous les 2-3 mois, parfois tous les mois, tous les 2-3 mois, quand nous avions une réunion avec les responsables du collectif, chacun venait avec son rapport. J'ai retrouvé plusieurs noms, dont celui de monsieur et madame Mathieu. Et là, plusieurs fois, dans les rapports mensuels, on me disait, pour Grenoble,
il n'y avait pas que Grenoble, toute la région. Eh bien, Mathieu, il a fait ceci, cela. Ça existe dans les rapports. Ça existe. Donc, pour moi, Mathieu, je connais Mathieu, mais je ne mettais pas un visage sur Mathieu, puisqu'il y avait le cloisonnement. Donc, je ne mettais pas un visage sur Mathieu. Moi, je l'ai connu physiquement, si vous voulez. J'ai vu qui c'était après l'indépendance. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas joué un rôle important après l'indépendance. Donc, je n'ai pas assisté à ce que vous me disiez tout à l'heure, à savoir les textes sur les biens vacants, qui les a rédigés, comment, pourquoi on a demandé à Mathieu de les rédiger alors que d'autres Algériens pouvaient le faire. Moi, j'ai appris un tas d'on-dit, si vous voulez. Mais comme n'ayant pas assisté, je ne peux pas vous raconter ce que les uns ont dit aux autres. C'est pas évident. Quand je vous ai posé une question sur... je vous ai expliqué qu'il y avait un doute sur les circonstances de son décès, vous avez réagi de façon très très candide, en disant « mais qui aurait pu en vouloir à Mathieu ?» Aurait pu en vouloir à Mathieu. Et vous êtes une des rares personnes à réagir comme ça. Moi, c'est un monsieur qui a été pendant toute la guerre, vraiment, qui a aidé, qui a plaidé pour le FLN de très bonne foi. Et croyez-moi que ce n'est pas parce que c'est votre père, mais tous les avocats du collectif n'ont pas fait ça pour de l'argent. Ils percevaient une petite somme par mois qui était juste ce qu'il était nécessaire pour vivre. Ils avaient, pour ainsi dire, le SMIC. Pour ainsi dire. Je me souviens que mes parents tiraient le diable par la queue. Absolument. Donc, quand la propagande coloniale disait oui, ce sont les avocats du FLN qui sont grassement payés parce qu'ils se paient les hôtels à 5 étoiles, qui roulent toujours en première classe, qui se font des millions sur le dos des pauvres travailleurs, tout ça c'est du bidon. Et ils percevaient une permanence qui était l'équivalent de la permanence pratiquement du responsable local du FLN, avec, évidemment, quand ils se déplaçaient, sur justification, on leur payait l'hôtel et le restaurant, c'est tout. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui se sont vraiment dévoués, par conviction. C'est pour ça que je vous ai dit, mais qui pouvait en vouloir à Mathieu pour créer cet accident ou cet incident? Moi, je ne sais pas. Non, mais manifestement, vous êtes complètement en dehors de ça, parce qu'il y a des gens qui en sont convaincus, des gens en ont parlé. Ceux qui l'ont approché. Des gens qui ont été liés à lui pendant cette période. Je vous ai dit à l'instant que moi, je n'étais pas du tout au courant de ce qui se passait en Algérie. J'étais à Alger, j'avais mon cabinet, je ne lisais pas la presse. Parce que pour moi, la presse, vous avez raison, une presse unique, un journal unique d'un parti unique, c'est pas la peine. Je n'écoutais pas la radio, parce que la radio répétait ce que disait le Moudjahid. Bon, qu'est-ce que vous voulez? La télé, ça ne m'intéressait pas. Il y avait des têtes que je ne voulais pas voir. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé en Algérie. Moi, vous me posez des questions sur ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Je peux vous répondre en détail sur ce que j'ai vécu, moi, sur ce que j'ai vu. Mais pour le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur le fonctionnement du FLN, vous avez un fonctionnement dit en triangle. C'est-à-dire deux en connaissent... oui, pendant la guerre. Qui est le fonctionnement classique des partis dans la clandestinité. Absolument, oui. Il y avait toujours la cellule. Je parle des militants, pas des adhérents et sympathisants. Sympathisants, on peut en mettre plus. C'est pas très grave, parce que le risque n'est pas grand. Mais pour ce qui est des militants, 2 plus un chef. Ça, c'est la cellule. Ensuite, le groupe. 2 qui ne se connaissent pas entre eux. Non, les 3 se connaissent. Ils sont 3 à se connaître, puisqu'ils font des réunions ensemble. Bon, ces 3 se connaissent. Puis, leur chef, le chef des 3, lui, fait partie d'un groupe qui est l'échelon au-dessus. Bon, lui connaît les 3 du groupe, mais
le chef de ce groupe ne connaît pas les deux militants de base. Voyez-vous? Et quand on monte plus haut, celui qui est à un niveau, le responsable de Qasma par exemple, ou le responsable de secteur, il a deux gars avec lui. Il connaît ces deux-là. Mais il ne connaît pas les gens qui étaient sous ses ordres, parce qu'il ne connaît que ces deux-là. Or, ces deux-là étaient déjà responsables à leur niveau. Voyez-vous? Ce qui fait que lui connaît les deux avec lesquels il travaille. Il connaît évidemment son supérieur, puisqu'il lui donne des ordres. Il connaît les deux avec lesquels il se réunit, mais pas plus. Donc il connaît un échelon au-dessus, un échelon au-dessous, pas plus. Donc il ne peut pas faire tomber un raison. S'il est arrêté, torturé, il racontera n'importe quoi, mais il ne pourra pas donner l'information précise. D'accord. La nuit est tombée. Bon, écoutez, on va arrêter là parce qu'on vous prend un temps fou, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Je suis toute... c'est vrai qu'on connaît très mal. Enfin, moi, je connais un petit peu parce que je me suis penchée sur la question. Mais bon, pour vous, c'est finalement de la mythologie. C'est de la mythologie. Il ne connaît pas. C'est de la mythologie. Il ne connaît pas. Vous découvrez, là. Vous découvrez. Quand on vous dit que le FLN de la guerre, c'était prestigieux, que cette révolution a été magnifique, vous ne pouvez pas croire que c'est vrai quand vous voyez l'Algérie actuelle. Quand vous avez des jeunes qui sont des hétistes, des jeunes qui sont des harragas, vous dites comment cette révolution magnifique a produit cette situation? Vous nous racontez des blagues, alors que c'est vrai. C'est la réalité. Tout ce que je vous dis, il n'y a pas un mot qui ne soit pas vrai. C'est comme ça que ça se passe. Ça s'est passé. La révolution bolchevique a produit le stalinisme. Voilà. Vous le dites dans votre livre, vous dites qu'il n'y a aucune révolution qui n'ait pas été immédiatement suivie par la prise du pouvoir d'un despote qu'on peut espérer éclairer. Voilà. Dans le meilleur des cas, éclairé. Or, chez nous, nous n'avons pas eu. Des despotes, on a eu. Oui. Mais des éclairés, il n'y en a pas. Mais alors, ce qui est assez curieux, c'est quand même qu'un des compagnons de cette époque, avec qui vous avez certainement eu des différends, disait, bon, je peux le dire, c'est Cherif Belkacem, il est décédé. Qui est mort il n'y a pas longtemps. Mais le jour où je suis venu vous voir à Paris, j'allais le voir. Je l'ai rencontré. Il était malade. Il était très malade, je l'ai rencontré in extremis et j'ai eu un rapport très, très intéressant avec lui. Oui, c'est un monsieur bien. C'était quelqu'un de très intéressant. De haut niveau. Je sais que vous étiez à ses obsèques. Qu'est-ce qu'on me l'a dit? Oui, j'étais à ses obsèques, oui. Oui, de haut niveau. On a eu 3 rencontres avec de discussions intensives et passionnées, et il m'a dit la révolution algérienne est la dernière révolution romantique. C'est vrai, il y a du vrai. Il dit après, il n'y a plus que des coups d'État. À propos de l'Algérie ou bien pas dans le monde? Dans le monde. Ah oui. Après, on peut pas savoir. Oui, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans d'autres pays. Qu'est-ce qui va se passer en Mauritanie? Qu'est-ce qui va se passer en Iran avec les... Après la révolution algérienne. Oui. Après 62, et tout ce que vous dites de la confiscation du pouvoir et de l'arrêt du processus révolutionnaire, c'est vrai, mais si on regarde ce qui se passe même en Afrique, et j'ai repensé à ça, à ce qu'il avait dit, et à ce que vous aviez dit en voyant ce fameux documentaire de Souleymane, c'est ça, il faudra que je retrouve son nom, sur les liens entre l'Algérie et les luttes de libération nationale africaine, c'est-à-dire que effectivement, après le coup d'État du 19 juin 65, dont il est fait mention dans ce film, pour la première fois, des Algériens, mes amis algériens de ma génération ont dit « c'est la première fois que j'entends parler du coup d'État du 19 juin 65 dans un film produit par l'Algérie. » On parlait du redressement révolutionnaire, c'est ça? Non, il n'en parle pas comme ça. Il parle d'un coup d'État. Et il donne la parole d'ailleurs après à un Tanzanien qui dit « Oh, vous savez, les coups d'État, c'est toujours des affaires... Les coups d'État n'ont pas de raison. Ce sont des affaires de querelles entre individus, entre hommes. » Il dit ça. Et il fait observer qu'après le coup d'État de Boumedienne, ça gèle un peu les États, les dirigeants de tous les processus de libération nationale en Afrique sont impressionnés par ce qui s'est passé en Algérie, et du coup, il n'y aura plus que des coups d'État. Que des coups d'État, oui.
Parce qu'il pense que, à partir du moment où le coup d'État de Boumedienne lui a permis de prendre le pouvoir, de réussir de rester au pouvoir pendant 14 ans. Oui, bien sûr. Sinon, comme vous le dites, c'est un putsch. Si c'est raté, on appelle ça un putsch. Voilà. Quand c'est raté, on appelle ça une révolution. Bon, chez nous, on n'appelle pas ça révolution, on l'a appelé redressement. Bon, c'est le coup d'État, quoi. Bah, évidemment. Enfin bon, voilà, ça c'est très passionnant. Écoutez, je ne sais pas, on va arrêter quand même, parce que ça